Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Elle est certainement l'une des auteurs contemporains les plus populaires de la littérature africaine. En 2013, elle reçoit avec son second roman, Sidémé, le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression française. Son troisième roman, Les Maquisards, est couronné par le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2015 et le prix Les Afriques 2016. En début novembre de cette année, avec son dernier roman Les jours viennent et passent, elle remporte le prix Amadou Kourouma 2020. Ses romans sont traduits en allemand et en néerlandais. J'ai eu le privilège d'échanger avec l'auteur Hem Leboum au début du mois d'octobre à propos de la construction des personnages dans son roman Les jours viennent et passent. Ensemble, nous avons exploré les différentes interactions de ces personnages avec le monde qui les entoure et comment ils portent le récit romanesque. Hem Leboum a aussi partagé avec nous comment elle a passé son enfance, ses débuts dans l'écriture et comment, avec ses deux garçons, ses deux boys, comme elle les appelle, elle s'adapte à la situation de la pandémie Covid-19. Les jours viennent et passent, c'est Anna qui, au soir de sa vie, atteinte d'un cancer en phase terminale, se passe des souvenirs de son existence qui a été très mouvementée au Cameroun. Et elle a à ses côtés sa fille unique, Abby, qui vit en France et qui elle-même traverse des moments difficiles dans son ménage et qui essaye tant bien que mal d'arranger tout ça. Il y a aussi Tina, qui est une jeune fille au Cameroun, une adolescente qui est une rescapée de Boko Haram, qui donne sa voix et raconte sa vie, sa version des choses, ses expériences. Ces trois générations de femmes se retrouvent dans ce roman d'une manière sublime et portent comme ça des voix différentes, avec des différentes sensibilités qui gravitent autour d'une histoire du Cameroun passée et en même temps contemporaine. Les jours viennent et passent, un roman d'Hem Leboum qui a été prix littéraire Amadou Kourouma 2020. Bonne écoute. Bonjour Hem Leboum, merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Le Salon du Livre. Je suis très très honorée, surtout que c'est le premier épisode que j'enregistre. Et j'avais pensé à toi dès l'idée de départ de créer ce podcast. Donc, quand tu as dit oui, pour moi, c'était la couronne, quoi. Merci encore une fois. Mais je t'en prie, bonjour Assel. Et puis, c'était évidemment... oui, hein, c'est un plaisir de travailler avec toi. Je suis ce que tu fais. On s'est déjà vu plusieurs... Voilà, on communique pas mal. Donc, tout à fait. Évidemment, c'était oui. Merci. Merci encore. Donc, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, la première question que moi j'ai envie de te poser, c'est comment tu vas? Parce que vu les temps qui courent, le plus important, c'est d'abord la santé mentale, la santé physique et le bien-être avec les gens qu'on aime. Donc, comment tu vas? Écoute, je vais bien. Je ne vais pas me plaindre parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus à plaindre que moi. Je travaille, j'écris, mais je ne peux pas empêcher cette espèce d'angoisse qui nous arrive de partout aussi de m'atteindre. Je vois bien, voilà,
mais moi, je vais bien. J'essaie de tenir ça un petit peu éloigné de moi. J'essaie de pas trop céder à la psychose. Je me dis, bah, voilà, il y a pire ailleurs, hein, et donc je gère ça avec un petit peu de recul. Ça D'accord. va. L'un dans l'autre, ça va. Très Je bien. t'avoue que même si voilà, il y a la peur d'attraper le Covid parce qu'on sort, on vit quand même, il y a une vie, mais on va pas non plus s'empêcher de respirer. On essaye de respecter les gestes barrières, toutes les conditions qui font qu'on peut encore interagir en, en sécurité, et on espère que voilà, tout va bien se passer. Mais c'est rassurant. Et est-ce que pendant le confinement, surtout la période où c'était très strict, comment tu te sentais? Est-ce que tu as pu écrire? Est-ce que tu as pu continuer ton travail sans problème? Parce que contrairement à ce que moi je pensais, quand on a annoncé le confinement, je me suis dit, bon, ça c'est super, ce sera un moment à moi où je pourrais enfin faire des choses que j'avais mis en deuxième, troisième position sur ma to-do list. Mais il s'est avéré que chez moi, c'était tout le contraire. J'ai jamais été aussi improductive pendant cette période. Donc, pour moi, je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc, je suis curieuse de savoir comment toi, tu as surmonté ce challenge-là. Oui, je pense, je n'ai pas écrit du tout, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une forme de blocage au niveau de l'écriture. J'ai été très engagée dans l'écriture d'un roman qui s'est littéralement arrêté net pendant cette période. J'ignore pourquoi, mais je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai beaucoup lu. J'avais des livres en retard, j'avais des auteurs que je voulais découvrir, donc j'ai énormément lu. J'ai quasiment fait que ça. J'ai lu les manuscrits qu'on m'envoie, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs m'envoient d'un petit peu partout en me disant Emily, est-ce que tu peux me donner ton avis, etc. En règle générale, j'ai pas le temps, donc c'est toujours un peu triste. Mais non, là, j'ai eu le temps de lire, d'aller, voilà, de leur parler, de dire d'avoir des échanges comme ça que j'ai jamais le temps de faire. Et puis, j'ai 2 garçons adolescents avec qui je passe pas énormément de temps parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre emploi de temps hyper serré. Puis là, non, on était obligés de partager cet espace-temps et ça s'est bien passé en fait. Oui. C'est-à-dire que voilà, on était tous très on était dans un bon mood. C'était très angoissant dehors. Alors, je sais pas, peut-être les uns les autres, on a éprouvé le besoin de construire pour nous quelque chose de plus apaisé. Et puis, j'étais très inquiète, je le suis toujours, pour ma famille qui est un peu partout dans le monde. Je suis de ces Africains qui sont entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et même davantage. Et donc, je me suis aperçue avec effroi que s'il arrivait quelque chose à l'un de nous, en fait, on ne pourrait rien faire. On serait tous scotchés à l'endroit où nous sommes géographiquement. Et ça ne m'a jamais gênée que les gens soient à gauche, à droite. Mais là, tout de suite, j'ai eu très envie d'avoir les miens autour de moi. Oui, je te comprends très bien parce que c'est une angoisse qu'on n'avait jamais eue auparavant, oui. Parce que on sait qu'on est certes à 6 heures de vol, parce que moi aussi je viens du Cameroun comme toi, mais on n'est plus libre de décider si on y va ou pas. Absolument. Et on a des imaginations folles. On a peur tous les jours quand le téléphone sonne. Oui. Exact. C'était ça en fait. D'ailleurs, j'ai des amis qui ont perdu leurs 2 parents, hein, qui n'ont pas pu se déplacer. Donc, il y a eu des cas extrêmement dramatiques. Et c'est vrai que c'était vraiment le gros point de mon angoisse, c'était ça. C'était de se dire s'il arrive quelque chose quelque part. Le Cameroun, voilà, j'y suis partie de mon plein gré. Je retourne à chaque fois que je veux. Ce passage est très fluide dans ma vie, dans mon esprit, géographiquement. Voilà. Et là, le fait de ne pas pouvoir bouger, ça, c'est quelque chose qui m'a quand même, angoissée. D'accord. Et même, je veux dire, on parle du Cameroun, mais les frères qui sont en Belgique, c'est pas loin. On part, c'est 4 heures de voiture. C'est vrai. Et ils sont un petit peu partout en Europe, en Amérique. Enfin, voilà. Oui. Il y a une façon de se dire, on est assez cosmopolite. Notre mode de vie fait qu'on est assez cosmopolite et qu'on a un petit peu l'habitude de bouger. Et là, de ne pas pouvoir le faire du tout, ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu soufflé, quoi. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à gérer. Oui, ça, je le comprends très bien. Et alors, tu parlais de tes 2 garçons tout à l'heure, tes 2 boys. Oui. Je me rappelle que les 2 boys, je crois que ceux qui suivent Emily Boom sur Facebook connaissent mieux les boys que Emily Boom.
Donc, je recommande à tout le monde d'aller s'abonner à la page de Emily Boom pour suivre les aventures des boys, parce que c'est très, très, très intéressant. Emily Boom partage avec ceux qui la suivent très régulièrement des échanges comme ça qu'elle a avec ses deux garçons. Et je sais qu'en France, il y a déjà eu la rentrée. Et comment ça s'est passé avec les nouvelles règles? Est-ce que vous avez pu trouver un mode de fonctionnement? Est-ce que ça s'est bien passé? Là aussi, c'est un petit peu complexe, mais les enfants s'adaptent. C'est fou à quel point les enfants ont cette capacité à embrasser les choses et à les prendre simplement. Le seul ennui, c'est qu'on ne peut pas leur garantir le cadre pour l'instant. Même quand le cadre est chaotique, genre pour dire on s'arrête parce que c'est le confinement, on s'arrête 2 mois, c'est difficile, mais en fonction, ils savent qu'on va s'arrêter 2 mois et que voilà. Mais aujourd'hui, les règles changent tellement que même que ce soit les enseignants, les parents ou les gouvernants d'ailleurs, personne ne sait au juste où on va. Oui. Et c'est nous en fait qui leur communiquons notre angoisse. J'ai l'impression, il y a quelque chose qui vient de nous qui fait que ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas j'ai un fils qui fait le bac, comment ça va se passer? Oui. L'année dernière, c'était déjà le bac de français. Ça a été fait de façon très cavalière. Cette année, est-ce que ça va bien se passer? Ils sont restés à la maison, je sais pas, 6 mois, 3 mois de confinement plus les vacances. OK, ils travaillent un petit peu, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, il y a aussi cette angoisse de l'avenir. Le plus jeune, ils vont bien. N'empêche que, comme on ne peut pas leur donner un cadre fixe, comme on est tous dans cette espèce de tourmente, quelque part, moi j'ai l'impression qu'ils accueillent un peu notre angoisse en fait. Ils la subissent. Oui, oui. Et en début de notre échange, je rappelais que toi et moi, nous venions du Cameroun. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je sais qu'il y en a très peu qui ne te connaissent pas, donc, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée ton enfance, comment tu as grandi au Cameroun, parce qu'actuellement tu vis en France, tu y travailles tu y vis avec ta famille. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé ton enfance? Écoute, j'ai grandi à Douala, j'ai fait mes études jusqu'au bac. J'ai eu une enfance assez classique d'enfants de la classe moyenne camerounaise. Oui. Et c'est assez marrant parce que moi, quand je regarde aujourd'hui, je vois tous les écueils de cette période-là, maintenant que je les étudie, les écueils historiques, les écueils sociologiques, la constitution d'une nouvelle forme d'urbanisme là à Douala où on se rencontrait tous d'horizons divers. Mais moi, j'ai été heureuse en fait. J'ai eu une enfance protégée, j'allais dire. J'ai la chance d'avoir eu des parents concernés, présents, ouverts. On est 5, mais avec des filles et des garçons, mais aucun sexisme à la maison. Alors, j'ai quand même une éducation, je dirais, genrée. Chez nous, les filles faisaient la cuisine de toute façon, mais les garçons faisaient le ménage. Oui. Donc, ça m'a jamais posé la question d'ailleurs, ça se répercute chez moi. Quand je dois passer l'aspirateur, je suis au bout de ma vie. Pourtant, je peux cuisiner pour 30 personnes. Je comprends. Chez moi, c'est le contraire. Voilà, sans sourciller. Oui. Et chez moi, c'est les boys et leur père qui s'occupent du ménage. C'est comme ça parce que je ne supporte pas. Et pourtant, je cuisine tous les jours. Mais j'ai appris ça. J'ai été élevée comme ça. Donc, voilà. Et sur comment une femme doit se tenir, etc. La sévérité de nos mères, enfin, on sait. Oui. Et j'ai aussi grandi avec un père qui n'a jamais... en tout cas sur le plan des études, n'a jamais fait de différence entre ses filles et ses garçons. Il nous a tous encouragés à aller jusqu'au bout nous-mêmes. Donc, voilà, j'ai vécu sous le regard d'un père qui pensait que je pouvais arriver à accomplir mes rêves et d'une mère qui me voyait devenir femme et qui avait un regard encourageant. Donc, je pense que j'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là. Je pense que j'ai beaucoup de chance parce que les conditions économiques importent peu finalement, dans la mesure où j'estime avoir grandi sous un regard bienveillant.
Donc, il y a une bonne balance entre les différents rôles parentaux, c'est-à-dire que le père et la mère, chacun a su apporter sa part de positif dans ce qu'il a dans sa masculinité ou bien Oui, dans tout sa à fait. féminité. OK. Oui, oui, tout à fait. Et c'est ce qui fait pardon. Non, vas-y, je t'écoute. Oui, enfin, c'est pas toi que je vais expliquer, c'est très genre, enfin, les pères font des choses, les mères font des choses. Ouais. Je veux dire, c'est pas forcément une chose qui se mélange, en tout cas pour les personnes de notre génération. Tout à fait. Mais oui, moi j'ai eu la chance que ce soit assez équilibré finalement et que je puisse respecter à la fois une certaine expression de la masculinité et être parfaitement en accord aussi avec cette féminité-là. Après, je dis pas qu'il n'y a pas eu des drames, des violences, ça aussi, ça m'a constitué. Toute cette sorte de cacophonie qu'il peut y avoir dans nos environnements, ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de moi, qui m'a constitué, d'ailleurs, qui apparaît souvent dans mes romans. Justement, en parlant d'écriture, de romans, comment tu te mets à écrire? Et ce qui m'intéresse encore plus, quand est-ce que tu décides de le faire professionnellement? Parce que c'est une chose d'écrire dans son petit coin, toute jeune fille, ce que moi je faisais aussi, mais je n'ai pas encore eu le courage comme toi, je crois qu'on en avait déjà parlé, je n'ai pas encore eu le courage comme toi de publier ce que j'écris. Parce que pour moi, l'écriture est très, très, très intime, même si parfois je parle des autres. Et donc, comment est-ce que toi, tu as commencé l'écriture et comment tu as basculé dans l'écriture professionnelle? Oui. Je crois que c'est un hasard, en fait. Le fait que ce soit devenu professionnel, c'est fait parfaitement par hasard. Je dis souvent qu'à 20 ans, quand j'avais 20 ans, j'aurais même pas rêvé d'écrire d'écrire et d'être publié. J'ai toujours écrit, évidemment, j'ai toujours écrit des poèmes, des nouvelles et même des courtes histoires, mais je pensais pas du tout que je pourrais un jour écrire et que ce soit mon vrai métier, parce que j'ai été conditionnée pour faire des études, trouver un travail, enfin quelque chose de beaucoup plus classique finalement. Et l'écriture est arrivée comme une espèce ces hasards heureux de la vie qui font que tu te retrouves à faire quelque chose qui est ton rêve. Je suis entrée dans l'écriture par la lecture, mais aussi par une profonde curiosité des gens, quoi. Je suis très observatrice de mon environnement, des gens, et j'avais envie d'écrire sur nous, sur mes gens, en fait, donner ma vision très vite, j'ai été inspirée par ça. Et ça a commencé de façon très simple. J'ai perdu ma grand-mère dont j'étais très, très proche. Et j'étais déjà partie du Cameroun, donc j'ai pas pu assister à ses obsèques. J'étais très triste de ce décès, et j'ai commencé à écrire pour raconter notre histoire à toutes les deux. Et je l'ai écrit dans un blog parce que c'est pas forcément quelque chose que j'avais envie de partager. C'était avec mes proches, ce qui arrive. J'ai commencé à l'écrire dans un blog et à partager avec d'autres gens. Et une fois, je suis partie en vacances une dizaine de jours, et quand je suis revenue, il y avait beaucoup de gens qui étaient intervenus sur le blog en me disant « Mais Emily, mais alors vous êtes où et qu'est-ce qui se passe? Et Sarah, mais alors ?» et à discuter entre eux de leur propre expérience avec leur grand-mère et tout ça. Et j'ai trouvé ça, c'est typiquement la magie de l'écriture, ce lien qui va se mettre en place avec de parfaits inconnus. Et à ce moment-là, j'ai fait lire à mon environnement, qui a eu le genre de réaction encourageante et dithyrambique qu'un environnement bienveillant a vis-à-vis de ce type de démarche. Et après, j'ai déménagé, je me suis installée en France, et là, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas. Oui. Et c'est comme ça que le premier est sorti. Et une fois que le premier est sorti, j'étais dedans. Alors, dis-moi, quand on parle de personnages, pour toi, ça signifie quoi? Quelle est l'importance des personnages dans un roman, dans une fiction? Pour moi, les personnages sont ceux qui portent l'histoire. Alors, il y a
énormément d'approches. Chaque auteur a sa façon d'habiter les personnages. Mais moi, je leur accorde énormément d'importance et je les construis vraiment de façon très minutieuse. J'insiste rarement sur leur physique, tu auras remarqué. D'accord. Vite fait, ils sont comme ci, comme ça. Mais c'est rarement, sauf si le physique intervient dans l'histoire, sauf si la façon dont ils sont représentés intervient dans l'histoire. Par exemple, quand je parle du métissage, je l'explique un petit peu parce que ça intervient dans la construction dramatique de l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est leur construction psychologique, en fait. C'est vraiment petit à petit comment je vais tisser leur façon de voir le monde et de se représenter le monde, parce que on va souvent être à l'intérieur de leur esprit. Donc voilà, donc c'est important que le lecteur soit complètement en phase avec ce qu'ils sont, parce que la littérature permet ça, ce que la vie ne permet pas. La littérature permet de lire clairement dans quelqu'un d'autre, en fait, de savoir quand il agit, pourquoi il agit et ce qu'il attend de l'acte qu'il pose. D'être dans sa tête, en fait. Être profondément dans sa tête. C'est un acte qui est un acte d'une... Si ça se reproduisait dans la vie, ce serait d'une... Ce serait génial. Ou pas. Ça dépend de si on entre dans ta tête ou si tu entres dans la tête de quelqu'un. C'est vrai. C'est sûr que moi, je préférais être dans la tête de quelqu'un, mais pas l'inverse. Moi, je veux tout savoir. Et effectivement, dans les jours viennent et passent, le roman est construit, toute l'histoire du roman est construite dans ce qui se passe dans la tête des personnages. Ouais. Il y a un premier personnage qui s'appelle Anna. Donc, je vais en parler un petit peu, mais sans dévoiler le clou de l'histoire. Anna, qui est une femme d'un certain âge qui est atteinte d'un cancer du sein et qui se repasse comme ça sa vie. Et dans le contenu de ses souvenirs, on découvre d'autres personnages. On découvre en fait une bonne partie de l'histoire du roman. Et c'est assez intéressant parce que tu aurais pu faire le choix d'écouler comme ça, de façon linéaire, aussi dans le temps, une histoire, mais tu ne l'as pas fait. Tu as fait plutôt le pari de rentrer dans la tête d'un personnage et de faire des allers et retours entre le présent et l'avenir. Exact. Pourquoi ce choix-là et comment est-ce que tu choisis le personnage qui va jouer ce rôle-là? Quelles sont les décisions que tu prends? En général, je pars souvent, quand j'écris, je pars souvent d'un personnage, en fait. Pour Les Maquisards, j'étais partie d'Anna. Pour Sidémé, j'étais partie de Salomé. Là, je pars de... pour Les Maquisards, c'était Esta. Pour Les Jours viennent et passent, c'est Anna. Et en fait, ce personnage-là va donner les clés du roman. C'est pas le seul personnage, mais il va donner les clés du roman. La complexité de l'histoire que je voulais raconter, de l'histoire camerounaise, je voulais la raconter à travers quelqu'un qui avait traversé plusieurs étapes dans la construction de ce pays, et je voulais avoir une version intime, pas une version... J'aurais pu effectivement raconter les choses les unes après les autres, mais je voulais qu'on soit dans l'esprit de quelqu'un qui n'a plus aucune raison de mentir. Qui est dans sa vérité dernière. Qui n'a plus rien à perdre, en fait. Qui n'a plus rien à perdre. Et toute sa vie, en fait, à protéger une forme d'intimité, de quant à soi, ne s'est pas énormément livrée, etc. Et puis là, elle arrive à la fin, et finalement, on est dans sa vérité, parce que elle n'a plus aucune raison d'édulcorer les choses. En plus, elle se vit comme dans une ultime transmission vis-à-vis de sa descendance. Et à partir de là, ce qu'elle déroule, quelque part, si ce n'est vrai, parce qu'il n'y a pas une vérité, mais c'est sincère. Voilà. Oui. Et est-ce que dès le départ, tu avais déjà Anna en tête? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle a vécu différentes époques de l'histoire du Cameroun. Donc, elle a vécu la période des indépendances, post-indépendance et le monde contemporain, si je peux l'appeler, d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu l'avais déjà clairement défini dans ta tête? Tu savais... tu m'as dit que tu n'insistes pas sur le physique, mais est-ce que sa psychologie, tu l'avais déjà dès le départ?
bien dessiné et tu savais exactement où tu voulais, ou alors ça a été spontané au fur et à mesure que tu écrivais? Je savais ce que je voulais, qu'elle soit, mais ce qui arrive très souvent, en tout cas ce qui m'arrive à moi quand j'écris, c'est que les personnages après prennent leur liberté. C'est une chose dont j'ai eu du mal à me faire, parce que quelque part les personnages vont se mettre en place en fonction de l'histoire, et ils vont quelque part prendre leur liberté et s'écrire comme ils ont envie de s'écrire eux-mêmes. Moi je dis souvent que j'ai des personnages qui avancent, avec lesquels j'avance, et puis après ça coince complètement. Je ne suis absolument plus capable d'écrire quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'ils ne me parlent plus. Quelque part, je suis incapable d'entendre ce qu'ils me disent. Et ça, je l'analyse comme une sorte de lâcher prise. Parce que quelque part, est-ce que je m'autorise ce que ce personnage doit signifier dans cette histoire? Ah oui. Tu vois, parfois, je me dis, est-ce que je suis prête, moi, à aller aussi loin dans moi-même, dans ce que ça dit aussi de moi, dans ce que ça dit de ce que je suis en tant que personne. Il y a une vraie impudeur dans l'écriture. Comme je l'ai dit souvent, il y a une capacité à aller mettre les doigts dans son propre cambouis, en fait. Il faut aller chercher, quoi. Et quand le personnage bloque, je sais aujourd'hui que ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas prêt à exprimer ce que ce personnage représente vraiment dans l'histoire. Et le personnage me le dit, il me le fait sentir. Donc, et avec Anna, à plusieurs moments, elle n'est pas du tout allée où je l'attendais. Et comment tu procèdes donc quand tu es bloqué sur ce personnage-là? Tu le mets de côté? Tu travailles avec les autres, ou alors tu forces et tu essayes de créer quelque chose malgré ce blocage-là? En fait, au début, quand j'ai commencé à écrire, je forçais. Je revenais là-dessus et je me rendais compte que voilà, il y avait de grosses incohérences. Aujourd'hui, je laisse le personnage, j'avance sur autre chose, et je sais que tout va bloquer à un moment, en fait. Ah, tous tes personnages vont bloquer. Oui, tout le monde. D'accord. Je sais qu'à un moment, l'histoire va se coincer parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas traité. Il y a quelque chose qui nous manque. Et quand ça va se bloquer, à un moment, je vais quand même devoir aller me fouiller moi-même pour trouver ce qui va pas, tu vois. Oui. Ça a l'air très abstrait comme ça, mais moi, je l'imagine très bien. Je sais que je peux avancer et qu'à un moment ou à un autre, si j'ai pas traité quelque chose d'important, tout le processus va se gripper, m'obligeant donc à revenir sur ce que j'ai pas traité, quoi. Je crois que je suis sans arrêt sur une corde très fine entre le lâcher prise et la maîtrise de l'intrigue. Tu vois, quelque chose qui est très fragile, mais que je dois sans arrêt tenir, quoi. Oui, oui. Et alors, comment tu fais pour choisir le nom de tes personnages? Parce que moi, je suis particulièrement attachée à ces petits détails. Je ne sais pas pour les autres lecteurs, mais parfois, je lis certains romans, je me dis, mais ce nom-là ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas fait une analyse particulière sur cette question-là. Mais il y a un sentiment comme ça qui fait que parfois, on voit que le nom correspond parfaitement à la personne et parfois non. Et comment toi, tu fais pour choisir le nom de tes personnages? Et quelle est la place qu'ils occupent dans ton récit? S'ils occupent une place, je le dis. Si j'appelle Sarah et que c'est inspiré par le personnage biblique, je le dis. Si j'appelle Esther, voilà, je le dis. Anna, Abby, c'était simplement des noms simples et mélodieux, en fait, qui vont ensemble, qui sont des noms qui sont fréquents et voilà, qui introduisent une sorte de mélodie dans le texte. Dans ce texte-ci, j'ai pas forcément habité les noms. Quand je dis Anna et que je dis que sa grand-mère l'appelait Bouissi, ça a du sens. Et je le dis. Oui. Ça a du sens. Oui. Donc, quand les mots, les noms ont du sens, je l'explique. Sinon, ma seule contrainte, c'est que je pars pas sur des noms compliqués et qui n'ont pas de sens. Voilà. Que je peux pas, qui n'ont pas d'importance dans la trame du récit. En fait, tout doit nourrir le récit. Ou en tout cas, ne pas l'alourdir.
D'accord. Donc, Voilà. tu t'arranges à ce que le nom ne soit pas une distraction par rapport au... Sauf si ça a du sens. Ok, d'accord. Voilà. Sauf si ça a du sens. À ce moment-là, je dis et je l'inscris dans ma trame. Mais si le nom ne compte pas plus que cela dans la trame, je choisis toujours des noms assez simples, en fait. D'accord, ok. Et parlons des personnages secondaires. Comment tu les choisis? Donc, dans les jours viennent et passent, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours viennent et alors qu'il y a T à la fin. C'est incroyable. Dans les jours viennent et passent, il y a Anna dont on parlait tout à l'heure qui porte le récit et tous les autres personnages gravitent comme ça tout autour d'Anna avec plus ou moins leur importance. Comment tu choisis ces seconds personnages pour dire ce que tu as envie de dire? Parce que tu as une idée en tête quand tu racontes ton histoire. Comment tu les choisis, ces seconds personnages? Pour les jours viennent et passent, la structure est relativement simple. J'étais partie sur 3 personnages de femmes, 3 générations de femmes. Et donc, Anna, à la fin de sa vie, Abby, une femme dans la quarantaine, plutôt... voilà un petit peu de mon âge et la 3e génération qui est plus jeune, 16, 17, tu vois. Oui. Et en fonction de ce qu'ils sont, je crée des personnages qui vont correspondre à ces tranches de vie-là. Donc, Anna, ça va être, si elle est mariée, elle est forcément mariée avec quelqu'un comme lui, qui vient d'une certaine société, qui a fait un tel type d'études, parce que c'est à ça que correspond ce type de génération. Tout à fait. Et avec Abby, c'est pareil. Sa famille, son fils, à partir du moment où il est métis, quelles sont les difficultés qu'il va rencontrer, quelle sera sa vie. Et donc, à partir de ce qu'est sa vie, vont se créer aussi des personnages emblématiques. Et Tina, c'est pareil. En fait, vraiment sur ce roman-là en particulier, c'est celui où les personnages secondaires ont été le plus fluides, en fait, le plus correspondant le mieux à ce que je voulais vraiment dire. Il s'imposait presque, en fait. J'ai grandi à Bonaberry. Toute la joyeuse bande de Tina, ça pourrait tout aussi bien être ma bande de copains de l'époque. Tu vois, il y a des choses qui se ressemblent dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on disait, dans ce qu'on était à cette époque-là. D'accord. Je rappelle que Tina, elle, comme tu as dit, elle fait partie d'une bande de jeunes. La nouvelle génération. Voilà. Et il y a toute une histoire passionnante et surprenante qui se crée dans ce groupe d'amis. Bon, je peux pas tout dire, hein, donc les gens doivent acheter le roman et le lire, avec une fin explosive. Mais alors là, explosive. Donc, les personnages secondaires, ils interagissent avec le personnage principal. Ils peuvent le faire de différentes manières. Ça peut être dans des dialogues, ça peut être comme tu l'as fait dans Les jours viennent et passent. J'ai réussi. Les jours viennent et passent. Dans des allers-retours de souvenirs, oui. Des allers-retours aussi entre le passé et le présent. Oui. Et une chose qui m'a frappée dans ce roman, il y a très, très, très peu de dialogue. Oui. Très peu. Pourquoi? Parce que, justement, on est dans l'esprit des gens, en fait. C'était très important pour moi que ce soit quelque chose, que ce soit une recension de ce que les gens ont éprouvé. Même le dialogue de Tina, quand la dernière partie de l'histoire, c'est Tina qui raconte. Exact. En fait, on est dans le même procédé qu'avec Anna. Ce qui était important, c'est au-delà de simplement être factuel, de dire ce que les gens sont capables de restituer par rapport à leur propre histoire. On se pose la question souvent, enfin moi je me la pose dans mon travail et de façon de plus en plus récurrente, comment on restitue notre propre histoire? Comment est-ce que on est sans arrêt obligé de revenir en arrière, de re-raconter depuis le départ qui nous sommes, pourquoi nous faisons les choses, quelle est notre place dans le monde, quel est notre background? Ou alors on peut simplement partir de quelque part, de quelqu'un qui restitue sa propre histoire avec ses propres mots, ses propres émotions. Tina, que ce soit Tina ou Anna, elles ne sont pas en train de dire c'est vrai ou faux. Elles sont en train de dire voilà ce que j'ai vécu moi. Exact.
Oui, oui. Ce roman-là, c'est aussi ça, c'est aussi cette cette appropriation du fait historique, social, amoureux, émotionnel, voilà. Mais d'une manière très, je ne dirais pas simple, parce que ça simplifierait le propos, mais d'une manière très légère, dans le sens positif du terme, parce que et c'est là que j'ai compris le titre du roman. Les jours viennent et passent. C'est quelque chose comme ça. C'est la vie qui coule, qu'on le veuille ou pas. Elle coule, elle se fait. Donc, la manière dont le texte est dit dans ce roman-là, c'est de manière très simple, très légère, mais qui touche des problèmes très, très, très sérieux. Et comment est-ce que tu réussis à rendre le propos digestible, léger, malgré le fait que le sujet soit si compliqué, parce que bon, ça c'est pas révéler le livre, mais il y a la problématique de Boko Haram qui est aussi soulevée dans ce roman. Comment est-ce que tu arrives à avoir ce ton-là pour garder cette fluidité, cette légèreté, malgré le sérieux de l'histoire ou des sujets que tu abordes? Sur ce livre, ça me semblait très important. En fait, je crois que Les jours viennent et passent, c'est mon livre le plus, comment dire, dur, en fait, brutal, je crois. Je crois que c'est mon livre le plus brutal. Dans mes autres livres, j'aborde des problématiques brutales, mais je n'aborde qu'une à la fois. Mm-hmm. Voilà. Et si tu veux, c'est des livres où on sait où sont les bons, où sont les méchants, tu vois. C'est assez sans être manichéen. Mm-hmm. On sait que les maquisards s'inscrivent dans la lutte contre le colonialisme et un hommage aux maquisards. On sait que Sidémé s'inscrit dans une défense d'une certaine féminité et voilà, il y a d'un témoignage un peu de ce qu'étaient les années SIDA au Cameroun. Donc, quelque part, le propos est ramassé, si tu veux. Oui. Je pense que ce livre-là, c'est mon livre le plus brutal parce que les problématiques ne sont jamais simples. Mm-hmm. Les personnes qui sont impliquées ne sont jamais neutres. Elles sont embarquées dans des vies accidentées. Et la voix se devait d'être sobre. Voilà. Le ton se devait d'être sobre. Mm-hmm. Je ne pouvais pas raconter tout ce que j'avais à raconter sur un autre ton, en fait. Il m'a semblé à moi qu'il fallait rester dans une forme de sobriété pour expliquer tous ces drames, toutes ces déconstructions, tout ce qui arrivait à ces gens, en fait, toute cette impossibilité à se construire. C'est très intime. C'est une incapacité à faire lien, Oui. à fonder famille, Oui. à se parler, à communiquer, et qui, petit à petit, est meurtrière. Arrive à un moment où on ne peut plus protéger ses propres enfants de soi-même. Mm. Et voilà, le ton se devait d'être une déconstruction de la maternité, du couple, voilà, toutes ces choses qui ont du sens, de la valeur. Du coup, le ton se devait d'être sobre. Mm-hmm. Il m'a semblé que je ne voyais pas comment je pouvais exprimer tout ça différemment de la manière dont je l'ai fait. Et après, certains lecteurs ont pu trouver trop, enfin, peu importe, mais oui. Voilà. Et on a l'impression que tes personnages aussi vivent des choses malgré elles, en fait. Oui. Elles se retrouvent dans des situations incroyables qu'elles n'avaient pas prévues du tout, dont elles subissent la vie, en fait. Je ne sais pas si elles subissent la vie. Elles font tout pour ne pas subir la vie. Mm-hmm. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour être maîtresses de leur vie, pour faire au mieux des situations, pour récupérer les choses. Mais il y a un contexte. Et puis surtout, elles font des erreurs. Elles font des erreurs qui, en contexte, deviennent tragiques. Elles se trompent souvent, même par amour, elles se trompent. Quand la relation qu'il y a entre Anna et Abby, cette incapacité dans laquelle la mère est de
comment dire, de se rapprocher de son enfant qu'elle aime de tout son cœur. Ça crée une distance qui va avoir un ricochet dans la vie d'Abby, qui va avoir un ricochet entre Abby et Max, son fils. Mais ouais. Anna ne fait pas exprès. Et il faut dire aussi que Anna est le résultat d'une histoire. Donc, elle aussi, et qu'elle ne partage pas. Exactement. Elle ne partage pas son histoire, pas parce que elle déteste sa fille. Non, parce qu'elle veut absolument détacher sa fille de ce passé-là. Elle veut que sa fille parte de là où elle est. Donc, il y a une disqualification d'une certaine manière d'être et de vivre qui fait que Abby, quand elle avance dans la vie, elle déborde de bonne volonté et d'amour, mais elle est creuse. Il y a toute une partie d'elle qui n'est pas solide. Oui, donc il y a un vide dans la construction de sa propre identité, en fait. Voilà, exactement. Et il n'y a pas que Anna, il y a aussi Louis, le père de Abby, qui lui aussi, son père a ce passé de tueur de maquisards, enfin voilà, que personne ne communique. Là aussi, il y a toute une histoire familiale qui est dramatique, mais et qui n'est pas transmise. Donc, Abby, elle avance comme ça, elle va se heurter à quelque chose, elle pourra pas, voilà. Ils ne subissent pas les choses, justement. Ils font tout pour essayer correctement de faire. Et c'est pour ça aussi que la démarche de Anna, qui à la fin dit, je vais dire, voilà, je pense qu'il est temps de faire preuve de courage. Quand Anna prend la parole, sa fille n'est pas forcément disposée à l'entendre à cette étape de sa vie. Elle a déjà beaucoup subi. Elle a subi, voilà, son couple a éclaté. Elle a failli perdre son enfant. D'ailleurs, d'une certaine façon, elle a perdu. Elle a tous les attentats, etc. Elle est complètement fragile et elle n'est pas sûre d'être prête à recevoir ce que sa mère lui offre à ce moment-là. Et est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Tout à fait. Mais ça montre que tes personnages sont très, très complexes et il n'y a pas les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. OK, très bien. C'est assez intéressant parce que parfois on se dit dans une histoire, il faut toujours le bon qui triomphe, le héros, et puis de l'autre côté, on a les mauvais, les méchants. On peut pas, c'est pas le genre d'histoire où on triomphe. D'accord. Très bien. Alors, dis-moi, quand on a échangé pour préparer cet épisode, je t'ai demandé si tu pouvais nous donner 3 de tes techniques pour créer des personnages authentiques, complexes, un peu à l'image des personnages de Les jours viennent et passent. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Mdé? Oh là là, c'est une question qui m'a. Je t'ai donné un peu de travail, hein? Oui, tu m'as donné un peu de travail. Je ne suis même pas sûre que je passe l'examen parce que techniquement, je ne peux pas te dire je fais A, je fais B, je fais C. Techniquement, je ne sais pas du tout quelque chose que je peux te dire comme ça. En fait, si tu veux, mon travail sur les personnages consiste à ce que les personnages comment dire, soient la trame du récit. D'autres auteurs habitent leurs histoires différemment, par l'esthétique, par l'environnement, voilà, exactement. Voilà. Moi, même l'environnement est un regard des personnages sur l'environnement. Quand je décris dans Les Maquisards la forêt, c'est le regard de Mpondol dans la forêt. Quand je décris les montagnes Chang, quand Anna les voit pour la première fois, c'est le regard qu'elle pose sur les montagnes Chang. Je ne suis pas en train de décrire les montagnes Chang comme ça. Elles n'existent pas dans le récit en dehors de ce regard, de le regard qu'elle est en train de poser sur elle, sur ces montagnes. Quand je décris Tina et l'espèce d'angoisse qu'elle éprouve dans la forêt de Sambisa, c'est le regard de Tina sur la forêt de Sambisa. La forêt de Sambisa a peut-être des endroits magnifiques, ce n'est pas de ça qu'il est question, c'est le regard de mon personnage compte tenu de ce que lui, il traverse
le regard qu'il est capable de poser sur l'environnement. Donc, en fait, les personnages portent l'histoire. Limite, je les surinvestis. Et donc, je vais pas dire, il va faire ci, il va faire ça, il va faire ça, mais je vais imaginer une histoire et je vais laisser toute l'attitude à mes personnages de l'habiter, en fait. Si je décide que le personnage sera une femme, d'un certain âge, dans un certain milieu, je vais me renseigner profondément sur ce qu'étaient les femmes dans ce milieu-là, à cette époque-là. Je vais faire des recherches, je vais interroger des gens peut-être, ou je vais regarder des documentaires, voilà, j'ai un travail avant l'écriture. Qui me permet, au moment où je campe le personnage, il va pas être exactement, parce que bon, on a beau venir d'environnements, les femmes sont différentes, mais je vais pouvoir le placer dans un environnement dans lequel il sera naturellement, auquel il appartiendra naturellement. Donc, tu recherches une certaine forme de cohérence, alors. De cohérence, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de voir la vie. Même si ses choix de vie vont diverger, alors ça va faire partie de la trame dramatique. Parce que la divergence va me permettre de rebondir sur autre chose, de construire autre chose. Tu vois? Oui, très bien. J'espère que ça apportera un peu d'idées à ceux qui sont en train d'écrire ou qui ont envie d'écrire, parce que c'est aussi un peu ça le but de ce podcast que je lance. J'aime les livres, comme tu le sais, j'aime parler des histoires du livre, mais aussi j'aime savoir comment on fait une histoire, comment on fait un livre. J'espère avoir... oui, parce que je pense que quand l'auteur explique sa démarche, pour les films, on aurait dit behind the scene. Oui. On a très rarement les behind the scene des auteurs. Pourtant, moi, je trouve que si l'auteur ne faisait pas ce qu'il a fait, on n'aurait pas le roman qu'on a dans les mains. Donc, pour moi, c'est un... Voilà. Donc, pour moi, c'est important de savoir comment on est arrivé à un beau texte. Et si ça peut aider la jeune génération, et tu l'as dit au départ aussi, tu lisais beaucoup de manuscrits pendant le confinement, qu'on t'a envoyé. Donc, je suppose que tu en as dû voir de très bons, un peu moins bons et peut-être des choses qui pouvaient être rectifiées. Donc, si par ce canal, on a la possibilité de donner une ou deux astuces à quelqu'un qui est bloqué sur un personnage, pourquoi pas? Donc, c'est le but de cet épisode-là. Et je pense que tu as très bien décrit ton travail. Et moi, j'en ai appris beaucoup aussi. Une dernière question, avant qu'on ne clôture cet épisode. Est-ce que, toujours concernant les personnages, est-ce que tu leur parles? Est-ce que tu as un dialogue avec... Parce que je sais que c'est un peu bizarre, mais il y a des auteurs qui le font, qui ont l'impression de vivre avec ces personnages dans le réel tous les jours. Est-ce que toi, tu fais ça? Non, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Oui. Je veux dire, même quand je ne leur parle pas, ils me parlent. C'est eux qui envahissent ma vie. Comment c'est possible? Explique-moi, comment c'est possible? Je ne peux pas te dire le nombre de fois où mes personnages étaient assis dans mon salon, couchés dans mon lit, en train de prendre le thé avec moi, de marcher dans la rue. C'est vrai, ça? Il y a un envahissement. Mais quand... Moi, j'écris plusieurs fois, en fait. J'écris... Ensuite, je me corrige plusieurs fois. Je suis assez laborieuse. Et il y a la toute première phase qui est la phase de création. Oui. Donc, quand j'écris l'histoire pour la première fois, ce qui va me servir de matériau pour le reste, je suis en pilotage automatique dans ma propre vie. En fait, les personnages secondaires de ma vie, c'est les miens vrais, le réel. D'accord. Les vraies personnes qui comptent, avec lesquelles mais je suis absente. On me dit, mais tu n'écoutes pas. Oui. Ils ont l'habitude parce que je n'y peux rien. Je suis profondément habitée. Si tu me dis bonjour, je vais te parler de mes personnages. Je vais sans arrêt être... Mais comment tu fais pour te détacher de ça? Parce qu'il faut bien que tu continues d'écrire. Tu ne peux pas les emporter, tous tes personnages, dans la prochaine aventure littéraire. Et ça s'arrête quand j'ai fini. Parce qu'on est en dialogue. On est en dialogue. D'accord. Et quand ça s'arrête, ça s'arrête. J'ai fini avec eux, ils s'en vont.
d'autres personnages vont venir s'installer. D'accord. Tu arrives à te détacher de sans problème. Oui, qui m'habitent pas. Il y a un temps où on est... et d'ailleurs, je le vois au fur et à mesure que je réécris mon texte et que je redeviens pour le coup complètement maîtresse de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis plus dans une construction esthétique et technique de ce que j'ai fait. Eux aussi, ils sont un petit peu moins présents. D'accord. Ok. Je le vis comme ça, en fait, comme un vrai processus. Mais parfois, j'ai l'impression que je suis traversée, que ce que j'écris était déjà là, en fait. Ouais. Que ça simplement... Enfin, il y a un côté un petit peu mystique comme ça. Enfin, je le dis et je ne sais pas comment ce sera perçu. Je peux décrire comme ma propre expérience. Oui. Voilà. Il y a quelque chose de ce que j'écris était déjà là, que ça dépend presque pas de moi, ce qui est en train de se mettre en place là. D'accord. Et dis-moi, Emily, quels sont tes prochains projets? Est-ce que tu es déjà en train d'écrire quelque chose pour les prochaines années? Est-ce que tu as des rendez-vous, des événements? Alors, dis-nous, comme ça, on va demander aux auditeurs d'y aller. Évidemment, j'ai un projet d'écriture en ce moment qui me passionne, mais pour l'instant, je ne peux rien en dire. J'espère pouvoir en parler d'ici la fin de l'année. J'espère que je serai parmi les premières. Hein. Non, ce ne sera pas fini, mais je pourrais en parler. Mais je suis à fond dans coréen. Et très bien. Si quelqu'un voudrait te suivre, s'il veut te contacter, comment est-ce qu'il procède? Où est-ce qu'on te trouve sur Internet? Je pense que la page sur laquelle je suis le plus régulière, c'est celle que j'ai sur Facebook. Oui. Donc, n'hésitez pas. J'ai également une page Instagram. Toujours avec ton nom, Emily Boom, les deux pages. Avec mon nom, Emily Boom. Donc, voilà, à vous de choisir celle qui vous... Je pense que celle qui est le plus vivant et on échange le plus, c'est celle de Facebook. D'accord. D'accord, je mettrai donc tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc, j'invite massivement les gens à te suivre. En tout cas, ils vont pas s'ennuyer, comme je l'ai dit au début. Il y a de belles histoires avec les boys. Et puis, les commentaires de l'actualité aussi, tu en fais beaucoup. Oui, donc, oui. Voilà. À chaque fois que j'ai je mets en fonction de est-ce qu'une actualité me touche ou pas, je fais un petit commentaire ou un commentaire plus long où je développe une petite réflexion, ce que ça m'inspire. Je mets les musiques que j'aime bien, les livres que j'ai aimés, enfin voilà. Très bien. Un autre dernier point, si on veut te contacter, on peut passer aussi par ton agent parce que tu as un agent littéraire maintenant. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner les contacts de ton agent littéraire au cas où il y aurait des gens qui voudraient monter des projets avec toi? Pourquoi pas? Il s'appelle Pierre Astier. Oui. Et c'est pareil, lui aussi, il est joignable sur Facebook en fait. D'accord. Ok. Les réseaux sociaux, il est très très ouvert. D'accord, très bien. Très bien. Je te remercie énormément, Emily, d'avoir accepté cet épisode, qui était pour moi une grande première parce que je n'ai jamais fait cet exercice-là. Moi, j'aime bien me cacher derrière mon petit écran et voilà, personne ne me voit. Donc, c'est... Merci. Non, mais félicitations parce que voilà, moi j'étais sûre, hein, tu peux douter si tu veux, mais on s'est déjà vu en interview et je sais très bien comment tu structures ton travail. Merci. Et aucun doute sur le fait que c'est une super initiative. Je pense qu'on a besoin de plus de plateformes possibles. Bien sûr, je suis disposée à participer, à discuter, voilà. Et voilà. Merci vraiment du fond du cœur, Emily. Et je te souhaite un excellent dimanche parce qu'on enregistre ça un dimanche. Et oui, on était toutes. C'est le seul créneau qu'on s'est trouvé. Oui. Et tu fais un coucou à nos boys et à leur père aussi, parce qu'on oublie souvent le père des boys aussi. Merci, Emily. Merci beaucoup, Assel. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.